Hello, on se retrouve dans la deuxième partie du petit débat avec moi-même sur la force ou la faiblesse du fait d'être euh, sensible, empathique, trop dans les émotions. Voilà, on va continuer les points qu'on a commencé au podcast précédent. Donc si tu l'as pas écouté, tu peux l'écouter pour avoir un petit peu l'intro, pour suivre plus facilement, mais c'est pas obligatoire. Donc ici, le point suivant, c'est la difficulté à dire non. Donc, quand on est fort dans l'écoute des émotions des autres, dire non est assez compliqué, je trouve, parce que finalement, le non peut être assez blessant, décevant, et on se prend ces émotions de l'autre personne. En fait, on se les prend vraiment en pleine face. Les émotions qui vont créer de la tension, la déception, des râleries, des tensions finalement dans les relations. Donc c'est jamais très gai. Donc la voix critique qui pourrait se dire les entrepreneurs sensibles ont tendance à accepter trop de demandes. Et finalement c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc il faut aussi se prémunir contre ça. Alors la voix constructive pourrait dire oui, mais cela vient aussi d'un vrai désir d'aider les gens. Alors oui, je suis d'accord qu'on a envie d'aider, mais finalement, envie d'aider trop, d'aider tout le monde. C'est pareil pour notre vie personnelle aussi, pas seulement professionnelle. Ne pas vouloir décevoir, pour moi, c'est une faiblesse qu'il faut travailler. Je dis pas qu'il faut l'éliminer complètement, parce que bon, parfois on peut avoir du mal à dire non et finalement on rend un petit service et on est content de l'avoir fait parce qu'on voit le sourire, par exemple, d'un enfant ou d'une personne, ou on est une personne âgée ou que sais-je. Ça peut être, ça peut se retourner vers une situation qui peut être chouette et dans laquelle on peut finalement trouver d'autres satisfactions. Mais dans la plupart des cas, ne pas savoir dire non est pour moi un problème au niveau professionnel. Alors, moi, bien sûr, je suis partie avec 0 arme en commençant ma vie professionnelle. Donc, dire non était pratiquement impossible pour moi. Et petit à petit, au fur et à mesure que je me suis rendu compte qu'on abusait de ma gentillesse, qu'on on me prenait pour quelqu'un qui allait d'office dire oui, qu'on allait, voilà, qu'on me téléphonait n'importe quand pour m'obliger à être disponible parce que finalement je n'osais pas dire non. Et je disais pas non non plus pour tout ce qui était rendre des petits services un petit peu en plus par rapport à la consultation, voilà, finalement de me perdre dans ce que il n'y avait pas de limite entre ce que je faisais en tant que professionnelle et comme demander de faire un petit truc en plus. Je prends un exemple, c'est plus facile. Par exemple, quand j'allais faire une visite à domicile pour un chat, par exemple, souvent c'était plutôt les chats, j'arrivais dans la maison, le chat, parfois n'était même pas rentré, il était dans le jardin, et bien sûr, la personne n'arrivait plus à avoir le chat au moment où j'arrivais. Donc, je passais une demi-heure à courir après le chat dans le jardin pour finalement ne pas l'attraper. Finalement, je repartais sans me faire payer parce que j'ai rien fait. Voilà, ce genre de situation-là. Ou alors, par exemple, le chat s'est enfui dans la maison. Je rampais sous le lit pour essayer de l'attraper. Voilà, c'est tout des choses que maintenant je ferai pas et je me fais payer mon déplacement. Et si j'ai passé une demi-heure à chercher après le chat et qu'il était pas là, je me fais payer aussi la consultation. Donc, tant pis. Je me dis c'est pas de ma faute que les gens ne prévoient pas le coup. Donc voilà, je reviens en fait à la difficulté de dire non. À ce moment-là, je disais pas non, je faisais tout pour que les choses se passent bien. Et en fait, je pense que c'est ça le problème, c'est que on veut que les choses se passent bien, on veut faire le maximum comme si on le faisait pour nous, et finalement on se perd là-dedans, on se perd dans l'abus que les personnes ont aussi de nous, parce qu'ils vont se dire cette personne-là,
Elle dira pas non, elle va aller ramper sous le lit pour attraper le chat, je m'en fous, je prévoirai pas la prochaine fois que le chat ne s'enfuit pas. Voilà, l'exemple du chat. Et c'est pas arrivé qu'une fois et pas chez toujours la même personne. Voilà, c'est le quotidien des vétérinaires. Alors, un autre point, c'est le fait de trop réfléchir aux décisions qu'on va prendre. Alors, la voix critique pourrait dire, bah, si je réfléchis trop, je ralentis mon business. La voix constructive, elle dit, mais cela évite aussi les décisions impulsives. Alors, je trouve que le fait de trop réfléchir aux décisions est justement une force parce que justement, je trouve que on va pas prendre des décisions comme ça qui vont venir de nulle part ou sur un coup de tête. Justement, on va plutôt faire mûrir la réflexion, écouter peut-être les avis des gens aussi, mettre tout ça ensemble et faire en sorte que ça fonctionne. Donc, les personnes qui justement réfléchissent trop sont fort sensibles aux, aux émotions, aux tensions et ils vont vraiment peser complètement le pour et le contre. Donc, ils vont se donner vraiment une grande capacité d'analyse, donc vraiment pousser l'analyse jusqu'au bout. Ce qui va peut-être être moins rapide, c'est sûr, mais quand la décision tombera, eh bien, elle sera à 100% ou 99%, parce que 100% c'est compliqué, donc 99 pour les non-belges. Et donc cette décision-là, elle sera vraiment quasi certaine d'être la bonne. Alors, il faut pas réfléchir non plus pendant trop longtemps, bien sûr. Il faut peut-être se donner des dates butoirs. Moi, en tout cas, ça fonctionne pas. Pour certaines personnes, ça peut fonctionner de se dire, ok, je réfléchis jusque-là et après je prends ma décision. Ben, moi, en général, ça me bloque plus qu'autre chose. Mais en général, pour des grosses décisions, souvent, bah, en une semaine, c'est quand même décidé. Des grosses décisions dans le sens de, par exemple, engager une personne ou que j'ai eu un gros chamboulement et que je dois trouver une solution, ben voilà, ça c'est vraiment pour moi les gros changements. Après des petits trucs, est-ce que je lance la pub ou pas, la pub payante, ben voilà, ça en un jour ou deux, ça doit être décidé. Donc voilà, il faut se donner quand même des délais raisonnables, sinon bah si tu procrastines pendant des semaines, des mois, bah c'est sûr que ça ralentira ton business, ça c'est clair. Donc je trouve que le fait d'un peu trop réfléchir, pour moi c'est plutôt une force. Alors un peu dans le même genre, c'est le fait de se remettre souvent en question. Donc la voix critique qui pourrait te dire à force de douter, bah on peut perdre confiance. C'est sûr qu'à force de douter, à la fin on se dit est-ce que c'est vraiment pour moi? Mais la voix constructive pourrait te dire mais cette remise en question pousse aussi à progresser, à évoluer. Alors c'est sûr que si tu te remets en question, tu vas mettre en place des choses qui vont te permettre soit de t'assurer que tu vas dans la bonne direction ou que tu es sur la bonne voie mais que tu dois encore affiner, par exemple te former ou lire des choses ou mettre en place certaines choses pour te libérer du temps. Le fait de se remettre en question, je trouve, est très bien. Donc pour moi, c'est une force plutôt qu'une faiblesse. Oh, 1, 2, 3. Plutôt qu'une faiblesse, je vais y arriver. Donc une force plutôt qu'une faiblesse parce que tu je trouve plus mes mots, ça y est. Donc c'est beaucoup mieux que d'être un entrepreneur qui va vraiment être persuadé d'avoir toujours raison. Parce que finalement, quand on a toujours raison, ça veut dire qu'on est arrivé plus ou moins à destination, à ce qu'on avait envie d'atteindre. Et après, on se pose plus de questions. Où est-ce qu'on évolue encore? Qu'est-ce que je dois encore apprendre? Donc, je trouve que se remettre en question, peut-être pas trop souvent quand même, est une bonne chose. Alors, les personnes trop empathiques ou qui ressentent trop les tensions,
vont avoir du mal avec les conflits. C'est le point suivant. Donc, la gestion des conflits, donc dans le sens du ressenti. Alors, la voix critique va te dire, si je veux éviter les conflits à tout prix, je risque de laisser passer des comportements inacceptables venant des clients. La voix constructive, elle va dire, oui, mais cela fait aussi que je cherche des solutions équilibrées. Alors, le fait d'avoir du mal avec les conflits, je trouve que certaines personnes devraient avoir plus de mal avec les conflits que d'autres. Par exemple, moi je trouve que j'ai beaucoup de mal à gérer les conflits, donc bien sûr j'essaye de les éviter, surtout avec des personnes qui m'entourent, les collègues, les amis, les gens que je côtoie. Euh, Dans ces cas-là, je fais tout pour essayer de trouver des arrangements qui passent pour tout le monde. Je prends peut-être parfois même des tâches plus ingrates sur moi pour après me pouvoir dire que j'en ai fait un peu plus que l'autre. Donc s'il vient encore se plaindre, ben alors là je pourrais dire écoute là j'ai fait ça et ça pour que ça se passe bien. Là tu te plains encore donc là à un moment non. Parce que ce que moi j'ai dans les conflits, c'est que si on vient m'agresser avec une chose, parfois je me dis, il a peut-être un petit peu raison, parce que justement, je suis trop empathique. Et je me dis, bah, de son point de vue, c'est peut-être comme ça. Et je connais pas non plus toute la vérité sur le problème. Ça dépend quel conflit, bien sûr. Mais dans beaucoup de cas, je suis pas tout à fait sûre que lui, il a complètement tort et moi tout à fait raison. Donc, dans ces cas-là, moi j'ai beaucoup de mal à répliquer quelque chose de fort pour faire taire la personne, parce que je me dis empathiquement que peut-être que, oui, justement, il a peut-être un peu raison de s'énerver, même si c'est parfois pas le cas, mais voilà, ça c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et surtout après de rester dans cet environnement de tension où je sais que la personne, elle m'en veut, en même temps, elle veut pas trop en parler parce qu'elle a peut-être honte, qu'elle a trop surréagi. Et en fait, après, ben, ça devient, enfin, tu connais certainement ce genre de situation. Et en fait, c'est très très fatigant pour moi, ce genre euh, d'environnement. Donc, c'est le genre de choses qui me fait vite fuir. Et par contre, avec les clients, oui, c'est sûr que j'ai beaucoup de mal avec les conflits, donc je vais plutôt essayer de rendre euh, mes offres, mon service, tout ce que je peux, tout ce que j'offre contre de l'argent, on va dire, euh, vraiment bien ficelé, que la personne n'ait rien à redire, sans non plus y passer, comme on en a parlé hein, dans un autre point, sans non plus y passer des heures et des heures, ou alors me faire payer pour. Mais je vais essayer de rendre mon service impeccable pour justement éviter les conflits, les tensions. Et si la personne veut venir se plaindre, ben je sais que moi j'aurais fait le maximum. Donc là j'aurais beaucoup plus facile à renvoyer la balle en disant bah écoutez moi j'ai fait ça et ça pour que ça se passe bien. Euh, Là, vous me dites qu'il y a ça. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un animal qui a arraché ses poings après une opération. Moi, je sais que l'opération s'est très bien passée et les gens ont enlevé la collerette ou le body qu'on a mis pour protéger les poings. Et là, ils me reprochent qu'ils doivent repayer pour que je remette des points. Bah oui, c'est normal de repayer. Déjà, même s'il avait eu la collerette et que il y avait ou le body pour protéger les points et que l'animal a fait le fou ou qu'il y a un point qui a sauté ou quoi que ce soit, c'est pas la faute du vétérinaire, c'est voilà, faute de pas de chance, faute de l'animal, euh, mais ça reste voilà, ça reste un service payant. C'est pas parce qu'ils ont payé, on va dire, pour un premier service qu'après tout le reste est gratuit. Donc voilà, je ne sais même plus pourquoi je suis partie là-dessus, mais c'était pour donner un exemple. Voilà, de la gestion des conflits donc avec les clients. Donc moi, par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise de gérer les conflits avec les clients parce que en général, quand il y a
un vrai conflit, bah, on résout le conflit, donc soit que je ne recule pas et je tiens mes positions, et la personne, bah, elle finit par partir, ou alors elle finit par se rendre compte qu'elle a tort. Mais au niveau des conflits, au niveau du boulot, oui, je rumine, ça passe dans ma tête, j'ai beaucoup de mal à me détacher des choses, ça c'est clair. Mais je pense que ça va m'impacter beaucoup plus fort que des tensions avec des personnes que je côtoie, beaucoup plus fort jusqu'à la résolution du truc, et qu'une fois que c'est résolu, ben, c'est fini. Je sais pas que je vais plus y penser, mais je vais complètement être soulagée. Tandis que être dans un environnement avec d'autres personnes, qui a une dispute ou des petits, des tensions à cause des bêtises, ben, je vais, à la longue, ça va être beaucoup plus fatigant pour moi, par exemple. Donc, pour moi, c'est super important de savoir bien cadrer la communication avec tes clients, parce que si s'il y a des conflits, il faut vraiment pouvoir dire ok, moi j'ai promis ça, ça et ça. Là, vous vous plaignez là-dessus, ben c'est pas dans le devis ou dans l'entente où c'était pas demandé ou des choses comme ça. Donc après, voilà, malheureusement, quand on est trop dans les émotions, qu'on est sensible à ces agressions, finalement, ça reste compliqué. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Moi, je dirais que là, plutôt, on est dans une faiblesse, parce que ce serait beaucoup plus facile de dire, ok, lui, je m'en fous et je continue ma route. Alors, donc, un autre point, c'est, j'en ai déjà parlé pas mal, mais avoir une trop grande empathie. Donc trop d'empathie rend le respect de soi-même difficile quand on est même salarié ou quand on est entrepreneur, c'est vraiment dans la vie en général. Donc l'empathie voilà, fait qu'on se met très vite à la place de la personne et qu'on s'oublie un petit peu. On se dit bah, nos besoins en fait passent après ceux de l'autre personne. Donc la voie constructive pourrait dire mais c'est aussi ce qui crée des relations professionnelles fortes. Mais oui, c'est sûr, si tu arrives à te mettre tout le temps à la place de l'autre personne, que tu t'effaces complètement et que tu satisfais toutes les envies de l'autre personne, ah bah c'est sûr que là, les clients, ils vont t'adorer parce que tu vas t'aplatir complètement devant eux. Donc, mon avis là-dessus, oui, c'est bien, mais il faut savoir se cadrer et aussi se faire une carapace. Il n'y a pas le choix. Tu peux pas prendre les émotions de tout le monde sur toi, te sentir coupable d'être heureux parce que quelqu'un est malheureux, d'être en vie parce que une personne a perdu quelqu'un, ou d'être te sentir mal parce que toi tu as des enfants alors que ton client n'arrive pas à en avoir. Voilà, c'est pour moi, t'as pas le choix, tu dois écouter. Parfois, bah, tu peux aussi couper les gens pour si t'es pas psychologue ou coach ou autre chose, thérapeute, que tu dois écouter les problèmes des gens. Si par exemple t'es veto comme moi, euh, ou je ne sais pas, un autre métier, ben tu peux essayer de couper certaines conversations qui n'ont rien à faire finalement dans une conversation professionnelle. Si tu es en train de vendre une voiture, ou que moi par exemple en train de soigner l'animal et qu'on commence à me raconter qui est mort et enfin voilà, c'est pas que je m'en fous, mais ça vient trop me peser. Je me mets trop dans la tristesse des gens, et du coup maintenant j'ai appris à écouter d'une oreille. Il y a très peu d'histoires qui m'atteignent. Il y en a encore, bien sûr, mais c'est plus chaque client, chaque petit problème où j'essaye de un petit peu trouver les phrases qu'il faut. Maintenant, voilà, j'ai quelques phrases comme ça qui sortent limite toute seule, alors que je suis en train d'encoder ma consultation sur l'ordinateur, parce que tout simplement, je ne peux pas absorber tout ça en moi, et les gens se rendent pas compte. C'est pas de l'égoïsme, enfin peut-être si, mais moi je peux pas voilà, je peux pas prendre tout ça sur moi, c'est impossible. Donc personnellement, pour moi, l'empathie, c'est vraiment un fardeau. C'est vraiment, je préférais ne pas avoir tout le temps cette tendance à me mettre
à la place des gens et puis essayer de les aider. Enfin, c'est humain, voilà, c'est une qualité que bah, je pense beaucoup de gens ont, mais qui est développée à différents niveaux. Moi, je trouve que la mienne est beaucoup trop développée et voilà, j'aurais préféré que ça soit beaucoup moins fort. Mais au moins, ça m'aide un petit peu à aiguiller bah, certaines demandes que les gens pourraient avoir envers moi ou des besoins ou voilà, ressentir certaines choses euh, qui m'aident un peu dans mon métier, bah, finalement, à proposer des choses, bah, un peu dans le sens commercial aussi, de proposer des services ou voilà, des choses en plus du service basique parce que je sens que la personne pourrait être intéressée par ça ou ça. Donc disons que je le vois plus comme un fardeau, mais ça pourrait être un petit peu une aide aussi. Alors, un dernier point, donc une forte implication émotionnelle. Donc c'est ce que je disais avec l'empathie, c'est que voilà, on se prend vraiment tout sur nous, donc il faut essayer d'apprendre à se faire une carapace sur laquelle tout va juste glisser et partir dans les égouts et ne plus être atteint par toutes les émotions que les gens peuvent apporter à toi. Donc, de nouveau, la voix critique pourrait dire si je mets trop d'émotions dans mon travail, chaque problème devient énorme. Ouais, donc déjà le fait que tout le monde vient avec ses émotions et si toi t'engages trop émotionnellement dans ce que tu fais, c'est sûr que c'est chaque petite chose va vite t'impacter. Euh, c'est surtout au début quand on travaille. Donc si tu commences, voilà, ça viendra après. Enfin, le fait d'être plus à l'aise avec ça, ça viendra après. Euh, mais je trouve que, ouais, on sait pas faire. Enfin, on sait s'impliquer moins émotionnellement, ça c'est clair, mais ne pas s'appliquer du tout alors qu'on est quelqu'un de très réceptif aux émotions et qu'on met beaucoup d'émotions finalement dans tout ce qu'on fait. Donc mettre beaucoup d'émotions, ça veut pas dire pleurer tout le temps. C'est d'être très motivé dans sa créativité ou d'être très motivé par résoudre un problème ou d'être très heureux, d'être en paix aussi, d'être bien. Donc mettre ouais, trop d'émotions dans son travail, ouais, c'est clair que ça peut devenir épuisant. Donc là, c'était la partie critique et la partie constructive qui pourrait aussi te dire, mais c'est aussi ce qui donne du sens à mon activité. Bah oui, c'est sûr, si tu t'appliques pas émotionnellement, c'est comme un robot. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça. Après, ça dépend ce que tu fais, mais moi, par exemple, je saurais pas me détacher totalement. Maintenant, je m'applique émotionnellement quand j'y arrive, bah, très peu, parce que bah, ça me protège et j'ai j'ai appris à le faire. Donc vraiment à essayer de mettre moins d'émotions, à moins ouais, m'impliquer émotionnellement, m'impliquer vraiment avec, on va dire, mes mains, mon métier, mais moins avec mon cœur, on va dire. Ça, c'est un peu la nuance entre les deux, parce que on n'est pas obligé de se détruire, on va dire, par le métier. Voilà, on doit juste le faire et pas spécialement donner toute notre énergie à tout le monde. Donc, pour moi, l'implication émotionnelle, est-ce que c'est une faiblesse ou pas? Là, c'est compliqué à dire parce que, ouais, il y a des côtés très positifs, il y a des côtés négatifs. Je pense qu'il faut savoir trouver vraiment le juste milieu pour savoir ce que tu veux donner à tes clients. Alors, bon, ça dépend de chacun, mais moi, j'ai décidé de donner on va dire, le minimum, euh, pas le minimum acceptable, mais le minimum acceptable pour moi, pour pas après me sentir impliquée un peu dans la vie des gens, finalement dans la vie des clients. Donc quelqu'un qui va me parler qu'il a perdu son épouse ou que quelqu'un qui est hospitalisé ou des choses comme ça. Ben moi j'ai plus envie d'y repenser après la consultation. Donc je m'applique sur le moment,
Mais après, je m'interdis de repenser à ces trucs-là et je rentre moins dans ces conversations pour pas justement faire que mon cerveau y repense par après. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que le problème est vraiment la sensibilité ou alors le fait qu'on nous apprend pas à la gérer dans le monde professionnel? Alors, je trouve que pour les personnes comme moi, donc qui sont sensibles aux critiques, qui ressentent très fort les tensions, les émotions, qui sont trop empathiques, qui font vraiment attention aux petits détails dans le changement de comportement des gens, qui se sentent vite coupables, qui s'impliquent très vite. Je trouve que on part déjà très démunis dans notre vie personnelle, mais alors la vie professionnelle, c'est encore autre chose et on en parlera dans un autre podcast. C'est aussi le fait que finalement ça peut attirer des gens qui peuvent vraiment en abuser. Donc pour moi, être comme ça, c'est dur de dire si c'est une force ou une faiblesse. Je dirais que dans la vie de tous les jours, tant qu'il n'y a pas de conflit ou de gens agressifs, c'est plutôt une force. Parce que j'aime bien ressentir beaucoup de choses, de voir des petits détails que d'autres personnes ne remarquent pas, de poser mon doigt, côté imaginaire, mais poser le doigt là où je vois qu'il y a un problème avec une personne, je vois que intuitivement, je vois qu'elle va pas bien et j'arrive à poser la bonne question, alors que d'autres personnes n'ont rien remarqué. Donc toutes ces petites choses-là, je suis très contente de pouvoir les ressentir et ça me permet de cerner aussi les gens dans ma clientèle et aussi les clients que je dois nettoyer, on va dire, éliminer de ma clientèle. Mais d'un autre côté, ça m'enlève un peu de, on va dire, agressivité de répondant aux agressions et finalement, je passe beaucoup de temps à réfléchir, à analyser, à prévoir des choses. Donc, il y a encore pas mal de boulot là-dessus. Donc, voilà. J'espère que ce podcast-là, qui est normalement prévu d'être en 2 parties, qui t'a vraiment bien aidé et que finalement, tu as pu un petit peu te retrouver dans tout ça et que j'ai pu te donner quelques clés. Je pense que c'est surtout pour te faire réfléchir et de nouveau voir ce que toi tu veux vraiment dans ta vie d'entrepreneur, d'indépendant, ce que tu veux, quelle personne tu veux finalement être, parce qu'il y a la personne que tu présentes et puis il y a la personne que tu es vraiment et que tu dois un peu combiner les deux finalement pour te sentir bien. Donc pas être quelqu'un de trop on va dire de tout donner à tes clients et finalement qu'il reste plus rien pour toi et pour tes proches. Donc je trouve que c'est un équilibre vraiment malheureusement à chercher. Je pense qu'on va le chercher toute sa vie et voilà, parce qu'il y a toujours des changements de situation, donc on peut pas dire à ce moment-là, cool, je suis arrivée à un point où je suis bien, mais oui, tu y seras peut-être, et puis à un moment, hop, il y a quelque chose qui va de nouveau dérégler la balance. Donc il y a beaucoup de points à travailler. Certains points que je t'ai cités dans les 2 podcasts, moi j'ai énormément travaillé dessus. J'ai réussi à les apprivoiser. Donc, je te souhaite la même chose. Si maintenant tu as besoin de discuter, voilà, que tu es bloqué, que tu as besoin d'y voir plus clair, que tu veux prendre une séance de coaching avec moi, il y a les séances qui sont disponibles via le site internet. Il y a aussi une formation pour la gestion de la clientèle, donc pour les gens qui ont envie de cadrer leur clientèle et pas se laisser dépasser par des comportements indésirables. Et donc tout ça est sur le site internet, tu trouveras les liens dans la description et tu peux aussi m'écrire, il y a mon mail qui est disponible également, donc tu peux aussi m'écrire si tu veux discuter tout simplement ou juste voir si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre. Voilà, je te remercie pour ton écoute, j'espère que ça t'a plu et
Voilà, bah, n'hésite pas à laisser un avis ou un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Ça permet de faire connaître le podcast et les vidéos. Ça m'encourage aussi énormément. Et voilà, bah, je te dis à bientôt.